Mesdames, Messieurs, chers amis du Collège Belgique et de l'Académie, je suis ravi de voir que vous êtes nombreux et nombreuses ce soir pour la troisième rencontre de ce cycle Créacité. Et en ma qualité d'administrateur du Collège Belgique, je veux vous souhaiter la bienvenue dans cette académie qui, vous le savez, je ne cesse de le redire, est aussi votre maison. Car ceux qui connaissent l'institution savent, comme l'Académie, combien l'Académie, et notamment à travers cette institution qu'est le Collège Belgique, tient à perpétuer sa mission de diffusion du savoir et de plateforme d'échange pour susciter une réflexion ou des réflexions sur des enjeux sociétaux majeurs. Et c'est dans cet esprit que le partenariat avec la ville de Bruxelles a vu le jour il y a presque 2 ans, parce que, en réalité, eux et nous partageons cette volonté de créer un lieu de discussion et singulièrement sur des thématiques culturelles. Or, si l'Académie, qui, je le rappelle, a toujours été installée sur le territoire de la ville de Bruxelles, pouvait s'adjoindre un partenaire de choix pour traiter ces thématiques, eh bien, c'était bien entendu cette ville et singulièrement le service de la culture et l'échevinat de la culture de la ville. Et je tiens donc à remercier les équipes de la ville de Bruxelles, les équipes du cabinet du bourgmestre, monsieur le bourgmestre Philippe Claus, en charge des compétences culturelles pour cette collaboration qui nourrit grandement la programmation du Collège Belgique et qu'il me soit aussi permis ce soir de remercier, parce qu'elle nous a rejoint, Madame Noémie Feld. Permettez-moi aussi de remercier les équipes du Collège Belgique qui organisent ces événements avec beaucoup de finesse, beaucoup d'élégance, beaucoup de rigueur, Monsieur Louis Morès, et singulièrement Monsieur Quentin Renis, qui est le responsable de ce cycle et qui le conçoit de façon intellectuelle, de façon académique et scientifique, mais aussi qui l'organise dans les moindres détails. Et tout ceci fait que vous êtes pleinement chez vous et, je le pense, vous êtes bien accueillis ce soir. Alors, après avoir abordé la culture pour les seniors avec une soirée passionnante que nous avons vécue ici même autour de Mohamed El-Khatib, puis avoir réfléchi sur la problématique de la création artistique à l'ère de l'intelligence artificielle. C'était une soirée aussi très intéressante avec le professeur Lux Tels et Marie Duchastel. Eh bien, ce soir, nous nous intéressons à la question de la pratique culturelle dans le monde carcéral. Et pour ce faire, nous avons vraiment la chance d'accueillir ce soir des spécialistes du domaine, des femmes de terrain et d'expertise. Je laisserai d'ailleurs le soin à monsieur Xavier Flamand de les présenter. Mais permettez-moi donc déjà simplement de vous remercier pour l'expertise que vous allez nous apporter ce soir. Et permettez-moi aussi de vous remercier, monsieur Flamand, chef du service culture du quotidien L'Écho, d'avoir accepté d'animer ce soir cet échange avec l'excellence qui caractérise votre travail et ce que vous faites aussi pour ce grand journal. Alors cette thématique apportée par la ville est évidemment pertinente à plus d'un titre pour un cycle comme celui de Créacité. D'abord parce que, comme le titre général nous le rappelle, nous voulons donner des idées créatives pour cette ville, ville, et puis ville-capitale, et puis ville-région, pour faire en sorte que cette ville trouve aussi dans cette académie les expertises dont elle a besoin. Et vous le savez, la prison de Harenne a été inaugurée en 2022 et elle se trouve sur le territoire de la ville. C'est une prison, nous dit-on, qui est moderne, qui est présentée comme une prison village, nous dit-on, où les détenus séjournent en petits groupes dans des unités de vie, mais qui sont quand même prévues pour abriter plus de 1000 détenus. Alors, que cette description théorique soit réelle ou non, il n'en demeure pas moins que la culture en milieu carcéral doit aussi prendre tout son sens. Et de manière plus générale,
évidemment, c'est une question qui touche à l'intégrité de ces femmes et de ces hommes qui sont en prison, mais qui méritent de bénéficier de ces droits fondamentaux. Et la culture est évidemment un vecteur de valeur et de sens qui ne peut apporter que du bénéfice à ces femmes et à ces hommes, qui sont aussi, ne l'oublions jamais, en quête de justice et de liberté. Alors qu'il soit question de réinsertion, qu'il soit question de formation, qu'il soit question de soutien, l'art et la culture sont des outils que, là aussi, il ne faut surtout pas négliger. Alors, mesdames, messieurs, en vous disant encore combien nous sommes heureux de vous accueillir ce soir, eh bien, je ne doute pas que cette rencontre sera inspirante et que vous, qui êtes peut-être des professionnels de ce secteur ou des femmes et des hommes intéressés par cette thématique, vous allez pouvoir mieux comprendre ce soir les réalités de terrain et les enjeux qui entourent l'existence de la pratique culturelle en prison. Nous allons donc avoir une soirée qui devra se terminer pour des questions de salle aux alentours de 19h45, 50, et je laisse d'emblée le soin à Monsieur Flamand de nous présenter les intervenants ce soir, et je vous remercie infiniment. Voilà, bonsoir. Merci d'être venus si nombreux pour une conférence d'un sujet qui est quand même très grave, mais dont on va parler voilà, avec des projets très concrets et qui donnent quand même des raisons d'espérer. Il faut rappeler aussi, comme professeur Leclerc l'a rappelé, que selon l'article 6 de la loi de principe belge, ainsi que l'article 27 de la Déclaration des droits de l'homme, l'accès à la culture est un droit fondamental, qu'on soit ou non derrière les barreaux. Et ce soir, voilà, on va parler de tout le prolongement de cette philosophie avec ces activités qui se passent en prison, mais aussi hors de la prison, avec cet extraordinaire festival Vis-à-vis que vous, Madame Dassonville, vous avez lancé, qui permet à des détenus dont vous obtenez, pour lesquels vous obtenez des permissions d'intégrer des compagnies qui vont ensuite se produire lors de ce festival. Et vous, Madame Di Marco, qui dirigez le CAP, voilà, la CAP, pardon, en Belgique, et qui organise ce maillage d'institutions et d'intervenants qui promeuvent effectivement les activités culturelles en milieu carcéral. Alors peut-être avant d'entamer ce débat, je voulais peut-être citer, vous rappeler, pas vous rappeler, mais vous dire l'expérience que j'ai eue, moi, de rencontrer l'ex-détenu Redouane Ragel, qui est devenu comédien après avoir pu participer à des ateliers théâtraux au sein de la prison dans laquelle il était. Quelque chose de tout à fait qu'il n'avait absolument pas imaginé. Ex-boxeur, ex-détenu, dans une prison où il est là avec énormément de violence. En tout cas, c'est ce qu'il raconte dans le seul en scène qu'il a organisé pour raconter en fait cette transformation qu'il a connue à travers la pratique théâtrale. Et donc, voilà, il raconte à quel point être enfermé 22 heures sur 24, ça crée un sentiment souvent de solitude extrême. Il raconte même que parfois ça frise la folie quand on est à l'isolement, qu'il y a beaucoup de violence, que la drogue circule. Et il avait une réflexion très très intéressante par rapport à cette violence dont il comprend finalement par la pratique artistique que ce n'est pas une violence personnelle d'un détenu vis-à-vis d'un autre. C'est une violence en soi qui est générée évidemment par le contexte très très difficile de la prison. Alors comment a-t-il découvert la pratique théâtrale ? Il y avait un atelier théâtral dirigé par Olivier Py, l'ancien directeur du Festival d'Avignon, dans sa prison, et il se fait que voilà, dans la petite troupe de cette prison, il y a quelqu'un qui fait défaut et on lui dit « Tiens, est-ce que tu n'as pas envie de jouer tel ou tel rôle ?» Et il a un peu accepté en rigolant, et puis finalement, de fil en aiguille,
il se rend compte, il se fait un jour agresser et, dans la prison, et au lieu de répondre comme il le ferait de manière très spontanée en sortant ses poings, et c'est une espèce de malabar incroyable, et en foutant son poing sur la gueule de celui qui le charriait, il commence à jouer, il commence à rigoler, à utiliser l'humour, en fait ce qu'il expérimentait dans ses ateliers de théâtre, et il se rend compte que ça, à la fois, ça désamorce la violence qu'il a en lui, mais aussi ça désamorce la violence de la personne en face de lui qui voulait lui chercher des noises. Et donc voilà, je pense que ça, c'est quelque chose, c'est un témoignage très fort, très, très poignant, parce que ça montre comment, par la pratique des arts, la pratique active, et on peut en faire peut-être une règle universelle, eh bien, on peut peut-être s'engager dans un mouvement de transformation intérieure qui, dans le cas des détenus, peut amener à cette réhabilitation, cette réinsertion ultérieure. Et donc voilà, je voulais vous témoigner de ce témoignage de cet artiste, ex-détenu devenu artiste, et qui montre peut-être le potentiel qu'il y a à organiser coûte que coûte ce type d'activité en prison dans une période, vous le savez, depuis le Covid, où on a quand même un backlash conservateur assez important au sein de la scène politique, et que ce sont évidemment des projets qu'il devient difficile à défendre, particulièrement quand les budgets sont évidemment sous pression. Donc ça, vous allez aussi, Madame Dassonville, probablement en témoigner. Donc je vous cède tout de suite la parole, et mais rassurez-nous, vous n'allez pas programmer Carla Bruni dans votre prochain festival. Son mari, peut-être ? Peut-être. Oui, je suis très heureuse, très fière d'être là. Ça me fait vraiment hyper plaisir. Je ne savais même pas comment la Bruxelles avait mis la main sur moi. Je ne soupçonnais pas cette renommée. Autant vous dire que je pars avec les trompettes de la renommée, comme dirait ce cher Georges. Mais ça me fait hyper plaisir, puis de voir que ça vous intéresse, qu'en tout cas vous êtes là pour qu'on ait ce temps d'échange, et que des fois on se sent un peu seul dans ces aventures-là. J'en profite pour faire la pub de mon théâtre, le théâtre Paris-Villette, puisque Redouane Ragel, le seul en scène dont vous parliez, Xavier, ça s'appelle « À l'ombre du réverbère », qu'il a coécrit avec un monsieur qui est d'abord un chef d'établissement pénitentiaire devenu prof de philo. Donc c'est pour vous raconter qu'on est dans des couches et des couches de... Voilà. Et avec Enzo Verdé, qui est metteur en scène et qui a été longtemps l'assistant d'Olivier Py, notamment dans cet atelier de création que Olivier Py a mené pendant plusieurs années en tant que directeur du Festival d'Avignon, sachant que le Festival d'Avignon a une longue histoire de toute façon avec le milieu pénitentiaire, puisque même sous d'autres directions, il y avait déjà une relation très forte avec notamment le centre pénitentiaire du Pontet. Donc ce « À l'ombre du réverbère » a été coécrit par ces trois hommes et mis en scène par Enzo Verdé, et il se joue au théâtre Paris-Villette. C'est là que je fais ma promo, du 18 novembre au 23 novembre. Je sais, c'est pas très loin à Paris, hein, c'est 1 heure de train. S'il y en a parmi vous qui souhaitent venir, alors vous allez sur le site du théâtre Paris-Villette, vous verrez, vous pourrez réserver, et de toute façon, je vais vous laisser mon adresse mail à la fin. Voilà, en tant qu'auditeur de l'Académie, vous serez prioritaire. Je m'arrangerai pour vous trouver une place. Voilà. Voilà, alors dites-nous, voilà, vous êtes metteuse en scène ou directrice de ce théâtre Paris-Villette. Ouais. Qu'est-ce qui fait que vous vous intéressez d'abord à l'hôpital, à la santé et puis aux prisons? Oui, bah comme ça va être simple. Je fais une très vite présentation, effectivement, parce que c'est important de savoir aussi pourquoi je suis là aujourd'hui et par quel chemin, mais je vais faire très vite. D'abord, moi, j'ai une expérience de compagnie de théâtre. J'ai co-dirigé une compagnie de théâtre qui s'appelle le Théâtre du Menteur. Pendant 25 ans, je l'ai co-dirigé avec François Chaffin, qui est auteur-metteur en scène. Et dans le cadre, j'étais metteuse en scène dans cette compagnie, et puis tout le reste, hein, administratrice, comptable. J'ai enseigné beaucoup aussi, enfin en tout cas j'ai animé une école de pratique artistique amateur pendant des années, et au sein du travail de cette compagnie, à l'époque j'étais implantée, donc du temps long, hein, ce qui n'existe plus beaucoup pour une compagnie aujourd'hui, d'être dans un temps long, dans une permanence artistique sur un territoire, qui nous a amené avec la compagnie à trouver de l'argent public et privé pour réhabiliter, puis diriger ensuite un théâtre dans un hôpital.
Et c'était un des premiers équipements culturels de proximité en milieu hospitalier, et ça correspondait à peu près aux apparitions, enfin à la création des politiques interministérielles qui ont été lancées par Philippe Douste-Blazy, qui était ministre de la Culture à l'époque, après avoir été ministre de la Santé. Et ces politiques interministérielles, elles balayent 3 grands champs: culture justice, culture santé et culture éducation nationale. Et donc ça m'a passionnée, puisqu'on a du coup animé en fait ce lieu en en faisant un lieu de permanence artistique via des résidences de création, spectacles vivants. Et en fait, on a travaillé main dans la main avec le directeur de l'hôpital et puis un certain nombre d'acteurs, parce que le directeur de l'hôpital voyait dans cette réhabilitation et la remise en eau, on va dire, de ce théâtre, et du coup une permanence artistique au sein même de l'hôpital, il voyait la possibilité d'ouvrir l'hôpital sur la cité. Et on était en milieu rural. On est toujours d'ailleurs, hein, l'hôpital n'a pas bougé. Moi j'ai bougé, mais pas lui. Donc on est dans le canton de Limours, on est dans le sud Essonne, qui est le sud de Paris. Et on vérifie ça, en fait. Moi j'ai vérifié ça, et j'ai vu à ce moment-là, ça a été fondateur pour moi, que, au fond, la poésie, pour faire très rapide et un peu comme ça, une phrase un peu toute faite, mais c'est vrai, elle est vraie, je l'ai expérimentée, qui permet de maintenir un récit collectif qui fait qu'on reste les contemporains les uns des autres en dehors des contextes. Et moi, j'étais tous les jours au travail avec du personnel soignant, des personnes qui étaient hospitalisées et des artistes. Et les habitants du territoire. Donc cette chose-là, moi, m'a énormément convaincue de la place des artistes dans la vie publique. Et c'est ça qui m'anime encore aujourd'hui. Par la suite, j'ai eu la possibilité de commencer à travailler en tant que metteur en scène à la prison de Fleury-Mérogis, qui est une immense prison, je crois que c'est la plus grande d'Europe. Et j'y ai travaillé 5 ans, et j'y ai travaillé avec beaucoup de liberté. Alors il y a beaucoup de contraintes quand on travaille en détention, mais il y a aussi beaucoup de liberté artistique. On m'a laissé vraiment rêver des projets dialectiques un peu étonnants, parce que c'était compliqué de travailler dedans, dehors. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait aussi pour les artistes, alors je reviens beaucoup là-dessus, moi je ne vais pas beaucoup dire pour les détenus, parce que bien sûr je travaille avec eux, mais ce qui m'intéresse, c'est ma porte d'entrée à moi, c'était vraiment le milieu artistique et culturel. Et ce que ça apporte aux artistes va être toujours important pour moi. Voilà. Et donc ce que ça apporte, parce que sans condescendance, j'entends beaucoup de collègues qui disent oui, alors c'est bien pour les détenus, mais en fait c'est aussi très important pour nous, les artistes, d'être là et de comprendre aussi quel nouveau modèle, quel nouveau format de création, quelle nouvelle place dans l'espace public on peut prendre, comment on peut créer des nouveaux partenariats. Sinon on va mourir tous, enfin je pense, enfin ça va aller vite. Et voilà. Vous insistez sur je ne dois pas finir sur une phrase, on va tous mourir vite. Vous insistez sur la notion de collaboration. C'est justement, il n'y a pas l'artiste qui vient. Donc, vous pouvez expliciter justement comment se passe ce côté collaboratif ou cette. Alors, je vais parler de ce que je connais. Puis on va faire comme ça, on va avancer un peu vite. En dehors des projets que j'ai pu moi mener en tant que metteuse en scène, donc du coup en tant qu'équipe artistique lambda qui travaille dans un établissement pénitentiaire. À plus grande échelle, quand j'ai pris la codirection du Théâtre Paris-Villette, donc j'ai quitté ma compagnie et j'ai pris une codirection d'un établissement culturel de la ville de Paris, j'ai cherché à prolonger en fait cette collaboration. Et là, donc à cette échelle de temps fort ou de festival, sont mis en action et en collaboration énormément d'acteurs de la culture et de l'administration pénitentiaire. Et on va vraiment travailler ensemble avec, je pense, la possibilité d'identifier au départ des objectifs singuliers et communs. Et pour moi, c'est un peu ça la clé de la réussite de Vis-à-vis. Je touche du bois, hein, parce que c'est jamais gagné. Ça reste bien fragile, mais c'est que vraiment, on s'est dit, en optimisant la professionnalisation de projets artistiques, de projets de création de spectacles vivants, en détention et en donnant des moyens à des artistes de créer des œuvres à part entière, de considérer que ces œuvres-là, même s'ils les créaient avec des professionnels et des amateurs sous main de justice, on était bien dans de la création et pas dans de l'action artistique ou de la médiation. On est dans vraiment un geste de création et on sort un objet, une œuvre d'art. Alors, on allait également avoir une valeur ajoutée pour la question de la professionnalisation des personnes sous main de justice. C'est-à-dire que le but n'a jamais été de se dire les détenus, les personnes sous main de justice qui vont passer par
une création chorégraphique ou théâtrale vont devenir des metteurs en scène à la sortie, ou vont avoir envie de prolonger ce geste, ou vont devenir des comédiens, ou on va leur faire croire qu'ils vont devenir des danseurs étoiles, ou je sais pas quoi. C'est pas la question. La question, c'est que cette expérience de création partagée, elle soit vécue de la façon la plus professionnalisante possible, pour que le temps de cette expérimentation, le temps de cette création, il va aussi aller chercher dans la question de l'engagement, du travail en équipe, du contrat, de la rémunération. Et puis, la cerise sur le gâteau, c'est en plus devant un public sur une scène de théâtre, puisqu'on parle de spectacle vivant. Et c'est là où je me suis dit, en travaillant et en optimisant la présence des artistes en détention, on va aussi optimiser, et c'est là qu'on va avoir des objectifs singuliers et communs. À partir de là, on travaille très bien tous ensemble. Et chacun à sa place. Et il n'y a pas quelqu'un qui décide. Dans Vis-à-vis, je ne fais pas du tout de direction artistique. Les projets arrivent de chaque établissement pénitentiaire, en passant par les coordinateurs culturels, les équipes artistiques qui sont en lien avec ces coordinateurs, etc. etc. Voilà. Est-ce que c'est important que le festival se passe en dehors des murs de la prison? Parce qu'on parle beaucoup d'activités dans les prisons, mais ici, c'est pas du tout ça. Donc, comment, voilà, quel est le... Est-ce qu'il y a une philosophie derrière ça qui explique que... C'est-à-dire que si vous dites à une équipe artistique qu'elle va vraiment créer, alors je sais bien que la vérité n'est pas que sur le plateau, hein, la bataille culturelle, elle est partout, elle n'est pas juste sur une scène de théâtre. Mais si vous dites à des artistes de spectacle vivant qui vont créer vraiment une œuvre à part entière, alors si vous ne leur permettez pas de venir jouer devant un public, pas forcément dans un théâtre, mais en tout cas devant un public, il y a comme une partie du truc qui n'est pas faite. Alors pour être tout à fait honnête, chaque projet de Vis-à-vis est d'abord joué en détention. Il est d'abord présenté en détention devant d'autres personnes détenues, du personnel pénitentiaire, éventuellement du personnel administratif, et puis il peut y avoir des invités. Il peut y avoir aussi des personnes qui viennent à cette occasion-là. Ça peut être de la presse, d'autres partenaires, etc. Pour moi, ce qui était important qu'il y ait également une sortie, c'est que je pense que la question de l'hospitalité et du partage, elle est fondamentale dans ce contrat qu'on passe avec ces acteurs-là. Vous nous acceptez en prison, même je ne fais pas d'angélisme, hein, mais vous nous permettez de venir travailler dans ces locaux, de comprendre vos process, vos contraintes, de comprendre vos missions, de travailler avec vous. Vous nous donnez plus ou moins les moyens, parce que ce n'est pas toujours simple de travailler en prison, hein, on en parlera peut-être rapidement. Mais en échange, nous, on va aussi partager avec vous, les amateurs, nos lieux de travail. Et quand dans Vis-à-vis, les personnes viennent le matin pour répéter, pour jouer le soir, on leur fait visiter le théâtre, on leur présente toute l'équipe, tous les gens qui travaillent là, pour qu'ils comprennent en fait comment un établissement culturel fonctionne, pas comprendre au sens bête du terme, mais pour qu'ils fassent connaissance avec une équipe. Si on n'a pas cette chose-là, cette observation réciproque, j'ai le sentiment qu'on n'est pas au bout de la chose, quoi. Par contre, ça, c'est vraiment, en ce moment, c'est une grande souffrance, parce que là, je prépare Vis-à-vis à Avignon. Attendez, regardez. Ah, je suis fascinée par ma capacité technologique. Merci, monsieur Reny. C'est la deuxième édition en région PACA-Corse que je fais avec comme partenaire culturel le Festival d'Avignon. Donc, ce n'est pas un petit partenaire, vous pouvez imaginer. J'ai choisi de vous montrer cette image parce que vous voyez, c'est en fait une newsletter que le festival vient de faire sortir là, à l'instant. Enfin, aujourd'hui, je crois. Et vous avez déjà un programme, vous voyez. Donc, c'est un festival sur 3 jours. 3 soirées. Pour nous, ça va être des jours parce qu'on va accueillir les équipes dès le matin. Et vous avez vous voyez, le premier, c'est la Corse, avec 3 établissements pénitentiaires à Fileta, qui est un des plus grands groupes polyphoniques corse qui travaille avec eux, et 2 metteurs en scène. Après, vous avez Enzo Verde au centre pénitentiaire du Pontet, etc. Alors, on nous a interdit de mettre le nom des établissements pénitentiaires, comme on nous a interdit de parler de permission de sortir. Là, moi j'appelle ça un projet Damasio, c'est un projet furtif. Pour arriver à le faire, il faut vraiment qu'on soit sous les radars. On ne doit pas communiquer sur le fait qu'il y aura éventuellement des détenus sur scène, et on ne doit pas dire avec quelle prison on travaille. C'est la première fois qu'on me fait le coup, mais ça commence, voilà, on en est là. Bon, moi j'ai un garde des Sceaux qui n'est pas simple, hein, donc voilà. Vous avez quand même, on a travaillé pour qu'il y ait, vous voyez, il y a quand même 6 projets, ça représente 8 établissements pénitentiaires, parce que maintenant, ils ont vraiment compris qu'on était hyper fragile, même budgétairement, donc ils s'associent. Par exemple, le projet Corse, c'est Ajaccio, milieu ouvert, milieu fermé, et Borgo. C'est insensé de faire des projets comme ça.
pour les coordinateurs culturels, c'est un défi, c'est hyper dur, c'est hyper compliqué, quoi. C'est vraiment, il faut être sacrément motivé. Aujourd'hui, on en est là, et je viens d'apprendre que, par exemple, sur le projet d'Enzo Verde au CP du Pontet, il n'y avait pas de détenus qui sortaient. Voilà. J'ai appris ça tout à l'heure avant de venir, donc je vous le dis. Comme ça me permet d'être moins seule avec cette triste nouvelle. Mais vous voyez, c'est compliqué parce que c'est le cœur du projet, et c'est ça qui est remis en question. Pour moi, on en parlera peut-être après, mais c'est comment est-ce qu'on peut maintenir la valeur d'un projet comme ça si on nous dit oui, c'est ce que je disais à M. Flamand, on a un oui culturel, mais on a un non opérationnel. Et ça, c'est les conséquences de la vie politique française, j'ai telle qu'on la voit évoluer aujourd'hui. Non, mais c'est vrai qu'en tout cas, quand on essaie justement de faire du lien, c'est dur, quoi. À chaque fois, on nous remet chacun dans son couloir de nage, quoi. Donc c'est là où, voilà. Donc la raison, c'est évidemment qu'il y a une politique aujourd'hui qui n'assume pas le risque pris, le risque symbolique. Mais Dieu sait que le symbole peut aller loin avec les médias, etc. Donc le risque pris par la sortie de personnes incarcérées, même si c'est complètement dans les missions de l'administration pénitentiaire, de l'insertion, que de présenter à des commissions d'application des peines des demandes de permission de sortie à des magistrats qui sont normalement qui ont autorité pour les accepter ou non, en fonction des raisons de cette demande, en fonction du profil des personnes qui les demandent, et bien évidemment de l'administration qui va accompagner ces demandes. Donc tout ça, en fait, les process, ils sont tout à fait, ils existent, mais il suffit qu'il y ait une fragilité politique. Donc c'est Gérard Darmanin qui avait dit on ne peut pas prendre le risque de choquer le grand public avec cette... Et en plus, on est dénoncé de l'intérieur, c'est très complexe parce que vous avez un nombre de gens au travail là, sur des projets comme ça, c'est 50, 60 personnes, et c'est réjouissant parce que c'est une acculturation, comment on apprend à travailler les uns avec les autres, les artistes, les personnes sous main de justice, l'administration pénitentiaire, les institutions culturelles, des lieux comme ça. Moi, à Avignon, j'ai jamais travaillé aussi bien. Je pensais qu'Avignon, ça allait être un cauchemar parce que je me dis, oulala, travailler avec le Festival d'Avignon, ça va me dépasser. J'ai jamais aussi bien travaillé. Et ça va de Thiago Rodriguez en passant par le chargé de communication, l'administratrice, j'ai travaillé avec vraiment l'équipe d'Avignon. Des gens hyper impliqués, hyper professionnels. Donc c'est une aventure formidable. Vraiment, de travailler tous ensemble, de voir à quel point on est puissant, comme ça, ensemble, à quel point on arrive à faire ces choses-là. Et en même temps, on est tellement fragile, quoi. C'est-à-dire que on ne peut pas passer outre un surveillant à qui ça ne va pas plaire, qu'on prenne du temps et entre guillemets du personnel pour aller emmener des détenus jouer au théâtre, et qui vont prendre leur téléphone et appeler les médias, quoi. Enfin, excusez-moi, c'est aussi simple que ça. Et le média est appelé, et derrière, tout le monde est comme ça, parce que, voilà. Alors que moi, ça fait 10 ans que je fais ce festival, et qu'en 2024, à Paris, on a eu 50 permissions de sortir, en 4 jours. Et ça s'est super bien passé. Mais comment on lutte contre ça aujourd'hui? J'avoue que là, je vous fais part, vous voyez, comme quoi c'est pas répété, hein. Je vous fais part de mon désarroi parce que c'est très compliqué, et j'en suis à me dire, on fait comment? On continue comment? On fait quand même que les artistes viennent présenter leur projet, et ça sera le symbole quand même de ce qui s'est fait, de ce qui devait se faire, ou est-ce qu'on se bagarre? Mais en tout cas, vous voyez, c'est jamais gagné, c'est jamais simple, et c'est pour ça que c'est pour ça qu'il faut que ces projets d'abord soient connus, mais surtout, je pense qu'ils soient un peu protégés, peut-être qu'ils s'institutionnalisent, en fait. Alors, j'aime pas beaucoup institutionnaliser les choses artistiques, mais là, on aurait besoin de ça. Voilà. Je propose qu'on cède la parole à Madame Di Marco, justement pour donner un cadre un peu plus large pour comprendre dans quel système on s'insère. Donc en termes de politique carcérale, quelles sont les philosophies qui préludent à ces politiques-là et qui permettent ou non d'insérer ce type d'activité culturelle derrière ou devant les barreaux? Du coup, peut-être que parce que je n'ai pas encore eu l'occasion de dire ce que faisait la Cap Culture, je vais peut-être présenter rapidement la Cap Culture. Donc, la Cap Culture, anciennement appelée simplement Cap, était une coupole d'associations actives en prison qui avait pour rôle de mener des réflexions transversales, donc intersecteurs, interrégionales, sur les différentes thématiques qui intéressent le secteur des associations actives en prison.
Depuis 2024, nos missions ont évolué à cause ou grâce aux subsides, et on a fait un focus culture qu'on a illustré en rajoutant simplement culture à notre nom. Et donc maintenant nous sommes la CAP Culture. Nos missions s'articulent autour de 3 pôles. Le premier pôle est opérateur d'appui pour le développement d'une politique culturelle concertée en prison. C'est un très très beau et long nom pour dire qu'on doit faire au mieux pour que la culture soit de plus en plus présente et de manière plus pérenne et de plus diversifiée que possible dans les différents établissements pénitentiaires de Fédération Wallonie-Bruxelles. Le deuxième pôle, c'est tout ce qui concerne la lecture publique, donc soit le soutien aux bibliothèques carcérales déjà en fonction, soit la remise à flot des bibliothèques carcérales qui ne sont plus vraiment actives, et puis tout ce qui est animation autour de la lecture et du livre. Et enfin, le dernier pôle, c'est tout ce qui est éducation permanente et sensibilisation du grand public sur les questions carcérales et pénales. Et dans le cadre de ce dernier volet, on organise en novembre les Journées nationales de la prison. Donc pour celles et ceux qui ne seront pas au théâtre Paris-La Villette, il y aura beaucoup d'activités partout à Bruxelles et en Wallonie sur les questions carcérales. Donc voilà. C'est combien d'activités justement 70. 70 activités. C'est 70 activités, presque 30 je pense à Bruxelles et 70 en Bruxelles, Wallonie. Et vous travaillez avec quels opérateurs justement pour organiser ces activités culturelles en prison ? Du coup, les Journées nationales de la prison, c'est en dehors de la prison pour sensibiliser le grand public de plein de manières différentes sur plein de thématiques différentes. Et ça se fait aussi bien avec des personnes qui sont actives dans les murs, donc souvent des services d'aide aux détenus, qu'avec des opérateurs, opératrices externes d'éducation permanente qui n'ont pas toujours des pieds réguliers en prison, mais qui s'intéressent à ces questions-là. Mais maintenant, je peux répondre à votre première question. Alors, la première question, le cadre général, et peut-être effectivement donner différents systèmes. C'est vrai que le système allemand, dont on dit qu'il est plus efficace en termes de réinsertion, qui aurait moins de récidives que nos systèmes qui seraient plus, entre guillemets, plus punitifs. Est-ce qu'on peut donner ce cadre pour comprendre ? Du coup, déjà juste une petite astérisque pour ce qui est de la comparaison en termes de réinsertion, c'est hyper délicat à faire parce que de récidive, pardon, c'est hyper délicat à faire parce que la récidive peut se définir de différentes manières et se mesurer de différentes manières, et donc parfois on compare des chiffres qui ne sont pas réellement comparables. J'avais lu l'exemple de la récidive, je pense que c'était en Norvège, qui était à 20%, et à presque 50% en Belgique. Mais en fait, on comparait une récidive pour des personnes après 2 ans ou pour des personnes après 8 ans et demi. Et évidemment, il y a plus de chances que le chiffre soit élevé. Et puis, il y a récidive, est-ce que c'est juste recommettre un acte ? Est-ce que c'est retourner en prison ? Est-ce que quand on commet un acte moins grave, est-ce que c'est de la récidive ou c'est quand même déjà un cheminement positif, etc. Donc, c'est toujours un peu dangereux de faire des comparaisons, même si ça permet d'ouvrir des pistes de réflexion. Et donc, en Belgique, je pense que personne n'est sans savoir qu'on est dans une crise pénitentiaire avec une surpopulation qui bat des records. Petite aparté, je vais faire au mieux pour ne pas dire de bêtises, mais si quelqu'un entend une bêtise, qu'il lève la main et qu'il m'interrompe pour que je ne m'enfonce pas dedans. S'il vous plaît. Voilà. Mais donc là, on a passé la barre des 13 400 détenus, je vois un oui, donc c'était bien ça. 13 400 détenus en Belgique pour un peu plus de 11 000 places, donc ça fait 120% d'occupation. Près de 500 détenus qui dorment sur des matelas. Et en fait, la réponse que nous apporte notre joli pays, c'est toujours de proposer plus de places en prison. Ça a été le cas en 2016 avec la construction. Je parlerai de la Fédération Wallonie-Bruxelles parce que j'avoue que je ne connais pas les constructions de nouvelles prisons en Flandre, je suis moins. Mais par exemple, Marche et Leuze avaient été déjà construites pour lutter contre la surpopulation. Et puis en fait, c'était surpeuplé peu de temps après. Et puis Aron, comme ça a été dit avant, a été ouvert en novembre 2022 pour lutter contre la surpopulation. Et en fait, c'était censé remplacer Saint-Gilles, entre autres. Mais Saint-Gilles n'a pas fermé et accueille toujours de nouvelles personnes.
Et donc, on remarque que, bien qu'il y a beaucoup d'exemples qui montrent que ça ne fonctionne pas, on s'obstine à faire ça au lieu de se poser des questions qui sont très largement posées dans le secteur. Donc, je ne sais pas ce qui fait que ça ne passe pas les petits escaliers jusqu'aux personnes qui prennent les décisions. Mais donc, on centre la réflexion sur la peine et on centre la peine sur la prison, ce qui est une différence par rapport à ce qu'on peut voir en Scandinavie, où la prison est vraiment prise en dernier recours, c'est-à-dire qu'on va d'abord essayer, par exemple, pour les personnes toxicomanes qui sont très très présentes dans les murs, de leur proposer des soins à l'extérieur de la prison, pour, quand c'est possible, proposer une surveillance à distance, j'ai lu qu'ils appelaient ça, et donc de permettre qu'il y ait un moindre passage en prison. Et par exemple, pour ce qui est du nombre de personnes incarcérées par 100 000 habitants, on passe du simple au double entre la Suède et la Belgique. Et donc, ça montre un peu une philosophie où on est plus axé sur la réinsertion en Scandinavie que ça n'est le cas en Belgique. Inutile d'expliquer qu'avec des prisons surpeuplées, il est vraiment difficile de subvenir à tous les besoins et d'assurer tous les droits des personnes incarcérées, que ce soit en termes de conditions de vie matérielles, où on a des prisons comme Mons où les murs tombent, où il y a des punaises de lit et c'est comme ça, où il y a des cafards, les rats et tout ce que vous pouvez imaginer, que ce soit pour l'accès aux douches dans certaines prisons où c'est pas encore dans les cellules, pour l'accès aux soins psychologiques où il y a les services d'aide aux détenus qui sont submergés de demandes et les listes d'attente sont parfois vraiment interminables. Pareil pour les personnes internées qui sont parfois pas prises en charge comme elles le devraient. Donc voilà, il y a beaucoup de problèmes pour les personnes détenues liées à cette surpopulation, mais aussi pour les agents et agentes qui travaillent dans une tension permanente. Et bien sûr, tous les agents ne sont pas de bonne volonté, mais je pense qu'il y en a aussi pas mal de bonne volonté qui sont juste dans un contexte très dur, parce qu'eux aussi passent une grosse partie de leur journée éveillée entre les murs et que c'est pas facile. Et donc la culture là-dedans, c'est un emplâtre sur une jambe de bois où ça permet de justifier cette surpopulation ou le fait qu'on laisse... Ça, c'est quelque chose auquel on nous a demandé justement à l'administration, à la direction générale des établissements pénitentiaires, pardon, j'allais confondre, d'être attentif. Donc on doit communiquer avec eux on doit demander leur aval pour les communications qui se font par rapport à la prison et aux activités qu'on mène en prison, pour si on veut publier des photos, etc. Et il nous a demandé été demandé de contextualiser et de bien montrer que nous, on pense que c'est important qu'il y ait de la culture en prison et donc on fait notre maximum pour que ça puisse avoir lieu. Mais c'est pas un concert et une activité théâtre qui vont gommer toutes les difficultés qui se rencontrent en prison et que c'est important de contextualiser que les deux réalités peuvent coexister. Il faut que la culture continue à se développer en prison et que, urgemment, les conditions de détention et de travail soient améliorées en diminuant la pression carcérale. Est-ce qu'il y a une demande d'objectiver les, entre guillemets, bienfaits que la culture pourrait avoir et de le corréler éventuellement à des budgets? Parce que peut-être vous connaissez Madame Dassonville. C'est allumé. Nous, c'est pas dans nos missions. On ne nous demande pas d'étudier les bienfaits de la culture. On nous demande de faire un rapport de ce qui se passe, d'évaluer les 1, 2, 3, les activités culturelles qui ont lieu en détention et donc de faire des retours, des échanges de bonnes pratiques, etc. pour faire en sorte que les activités qui soient proposées soient toujours plus adaptées, toujours plus riches, toujours mieux réfléchies, etc. Mais on ne nous demande pas d'évaluer si ça a un impact positif ou pas sur la personne détenue. Et c'est quelque chose on part du principe que, par essence, la pratique culturelle, ça réhumanise, par essence, la pratique culturelle, ça crée des liens, par essence, ça aura des effets positifs, mais on ne nous demande pas de l'étudier, et je trouve ça bien, puisque du coup, ça permet vraiment d'apporter la culture pour le droit à la culture et pas pour servir d'autres
d'autres objectifs qu'elle sert tout naturellement. Et au niveau, si on peut donner concrètement une idée de ce qu'on organise en prison, c'est quel type d'activité, avec quel cadre? Est-ce qu'il y a, les gens sont formés à ça? Est-ce que, voilà, comment Okay. C'est très, très, très varié. Ça va de l'atelier de théâtre dont parlait Madame, jusqu'à l'atelier d'écriture, aux ateliers de musique, d'art plastique, des ateliers radio, des ateliers podcast, des ateliers journaux, des ateliers... Vraiment, c'est très, très, très varié. Et alors, pour ce qui est des personnes qui donnent ces ateliers, c'est souvent des personnes qui sont professionnelles et qui proposent ce genre d'atelier à l'extérieur. C'est aussi parfois donné par les services d'aide aux détenus eux-mêmes qui ont, parfois dans leur agrément, ou bien toujours, je ne sais pas, c'est mentionné qu'ils doivent proposer des animations socioculturelles. Et alors là, ça peut être soit les personnes du service d'aide aux détenus qui animent des ateliers, soit qui font des partenariats et qui font venir des personnes extérieures. Et puis parfois, on a des personnes en formation. On a le Génépi aussi qui est présent ici et dans les murs, et qui est dans un souci de formation, de découvrir ce monde, etc., et accompagner pour mener des activités intramuros. Et en termes de budget, c'est vous qui rémunérez, ce sont les prisons, ça entre dans quel cadre? C'est un patchwork pas très très clair. Donc nous, il nous est arrivé de pouvoir rémunérer des activités dans le cadre, par exemple, d'événements transversaux qu'on organise. C'est le cas pour la Semaine de la Culture qu'on a organisée à 2 reprises et pour lesquelles on a été soutenu, en tout cas pendant la première année, par Triodos. Et pendant la deuxième année, il y a deux communes qui ont accepté de nous soutenir dans ce projet, ce qui a permis d'offrir un atelier d'art-thérapie à Marche et un concert à la ville d'Arlon, à la prison d'Arlon. Parfois, donc, c'est du privé avec des fondations. Parfois, c'est des collaborations avec des compagnies de théâtre qui elles-mêmes bénéficient de subsides comme Tournée à Révis, avec des personnes dont ce type de projet, pour qui ce type de projet peut rentrer dans les activités structurelles, et donc elles mettent ça sur leurs activités de fond, quoi. Mais donc voilà, c'est un patchwork très très diversifié. Ouais. Si une institution culturelle comme un théâtre veut développer une ligne de programmation en prison, est-ce que vous leur servez de soutien, ou comment, pour les professionnels peut-être qui sont dans cette salle, comment pratiquement parlant structurer cette approche et faire que ce soit envisageable? Du coup, on a déjà collaboré avec des centres culturels et des compagnies de théâtre. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est un accompagnement, par exemple, pour la réflexion du projet, essayer d'anticiper tout ce qui est propre à la prison et qui ne peut pas s'anticiper avant qu'on ait mis les pieds en prison. Pour tout ce qui est activité régulière, par exemple, il y a aussi beaucoup de choses auxquelles penser, toute la technique, toutes les autorisations auxquelles il faut penser. Voilà, il y a beaucoup de trucs qu'on aimerait bien travailler, qu'on travaille avec les intervenants avant de présenter un projet aux directions pour essayer de limiter les échanges qu'on leur impose. Et j'ai perdu le fil de mes idées. Oui, donc on les aide là-dedans. On essaye aussi d'être un peu présent s'il y a des anticipations, des craintes pour les personnes pour qui c'est les premiers pas dans une prison, même si en général ça se passe bien et les personnes n'ont pas l'air trop stressées. Dans la mesure du possible, quand on voit passer des appels à projets, etc., on les relaie auprès de nos partenaires pour qu'ils puissent y répondre. Et alors oui, on fait le lien avec une fois que le projet est ficelé, on le présente aux directions, on essaye de mettre ça en place avec eux, trouver les horaires, s'il faut être présent, on essaye de l'être, mais le but c'est pas que nous on soit en première ligne, c'est vraiment un soutien dans les coulisses. Et voilà. Merci. Peut-être Madame Dassonville, pour revenir sur l'argumentaire que vous devez peut-être développer pour vous faire ouvrir les portes d'une prison et qu'un directeur de prison puisse accepter la démarche qui est la vôtre. Voilà, vous insistez, comment ça marche cette tractation-là? Là, voilà. Alors, je vais répondre à votre question, mais en même temps, j'avais assez envie de faire une sorte de petite suite sur la situation carcérale en France. Alors, c'est la même chose.
je ne suis pas plus fière que vous. Nous, on a une contrôleuse générale des lieux de privation de liberté qui est une femme formidable et qui n'a de cesse que de hurler sur les conditions effectivement d'incarcération et puis surtout sur population, bien sûr. Et puis, bien évidemment, comme vous l'avez dit, ça peut créer des problèmes RH très importants qui facilitent bien évidemment pas la présence de toute personne extérieure, puisque à chaque fois que, là on va parler des artistes puisque c'est le sujet de ce soir, mais à chaque fois que des artistes entrent en prison, il y a tout un... Voilà, il y a des mouvements, ce qu'on appelle des mouvements, c'est-à-dire que vous avez des artistes qui vont en salle d'activité, qui attendent que des personnes détenues participant au projet les rejoignent. Et en gros, pour chaque personne qui doit venir rejoindre le groupe, c'est un surveillant qui va chercher une personne en cellule et qui doit l'emmener en salle d'activité. Donc ça, c'est un mouvement. Mais des mouvements, quand vous avez trop de personnes et pas assez de personnel, ça devient extrêmement compliqué. Donc ça, c'est très, très concret. C'est que la situation actuelle, elle ne va pas du tout dans le sens du développement et de la facilité de la présence des artistes. En revanche, j'en profite pour passer mon deuxième visuel. Alors attention. Regardez, voilà. C'est tout, hein. Je suis venue avec 2. Mais là, je suis à fond. Deuxième visuel, c'est que là, j'ai pensé vous parler de ça, parce que vous allez voir, c'est vraiment un lien avec tout ce qui vient d'être dit. C'est une étude à laquelle j'ai participé sur les espaces culturels permanents et la permanence artistique en détention. Et c'est en fait une étude que j'ai proposée aux 2 ministères, de la Justice et de la Culture, suite à un groupe de travail qu'on a fait au moment de la réécriture du protocole Culture-Justice. Le protocole Culture-Justice, en tout cas en France, a été créé par Robert Badinter et Jack Lang en 1986. C'est un document cadre qui va un peu énoncer toutes les collaborations que peuvent mener ou que doivent mener, en tout cas avec l'aide des ministères, les établissements pénitentiaires et les acteurs au sens large et l'institution culturelle au sens large. Et ce protocole, il est réécrit tous les 5, 6, 8 ans. Il est réécrit, réévalué, plutôt en ambitionnant à chaque fois de le développer et de l'affirmer. Donc j'ai participé, moi, à la réécriture de la dernière version qui a été signée en 2022. Et à cette occasion, j'ai participé à un groupe de travail spécifique sur la question des espaces culturels permanents et de la permanence artistique. Et comme je vous ai raconté mon histoire de l'hôpital de Bligny, c'était pour cette raison-là, puisque c'était un sujet qui m'intéressait. Y a-t-il des espaces culturels permanents en détention? Peut-on parler de permanence artistique en détention? Aujourd'hui, non. Donc cette étude, vous pourrez la télécharger. C'est le lien avec le site du ministère de la Culture, mais pas tout de suite. Parce qu'on est 4 à avoir travaillé là-dessus, mais ça va vraiment vous intéresser parce que je pense que ça croise plein de questions et peut-être donc plein de questions que vous pouvez avoir ou même de réflexions. Il y a une introduction qui est faite par un historien-chercheur de la direction de l'administration pénitentiaire et qui va raconter l'activité artistique et culturelle de la fin de la guerre, Deuxième Guerre mondiale, jusqu'à la signature du premier protocole, à peu près, et notamment la question des espaces. Après, moi, je prends le relais en terrain. Enfin, non, d'ailleurs, dans l'ordre, c'est pas moi après. Après, c'est une sociologue, Leïla Delannoy, qui est une sociologue de l'administration pénitentiaire. C'est la seule en France qui travaille à la direction interrégionale des services pénitentiaires des régions PACA-Corse. Elle traite ce sujet-là sous l'angle sociologique. Elle est très critique, très intéressante, même si moi, des fois, elle m'a un peu posé des problèmes, mais je dois reconnaître qu'elle est très intéressante. On n'était pas toujours d'accord. Et moi, après, je prends le relais sur la question du terrain. Et je vais vraiment essayer d'étudier de quoi on part, c'est-à-dire de quoi on part au moment du protocole, du premier protocole, quels sont les espaces culturels qui existent en détention, et où est-ce qu'on va. Et en fait, quand j'ai commencé... Et puis, excusez-moi, la dernière partie, c'est une étude de cas par une étudiante en sociologie en Master 2 qui m'a accompagnée, moi, dans mon travail, parce que je ne suis pas chercheuse, et donc elle m'a accompagnée sur la question de la méthodologie. Donc, et elle a fait une étude de cas, elle a suivi un projet très intéressant entre une compagnie, le Théâtre du Châtelet et une centre pénitentiaire de Meaux, et elle en a fait une étude de cas. Ce que je voulais dire, excusez-moi, je parle vite, mais c'est parce que je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, c'est quand j'ai commencé cette étude, moi je connaissais bien les salles d'activité, voir les doubles cellules à Fleury, j'ai fait des projets dans des doubles cellules, quoi, en plein rond-point, c'est 18 mètres carrés, on est 10 là-dedans, il n'y a même pas assez de chaises pour que tout le monde s'assoie, enfin voilà, là je vous fais le cauchemar, mais je l'ai vécu quand même, et puis j'ai connu des salles d'activité qui sont plus proches des salles polyvalentes.
avec, on se glisse entre le cours de yoga, voilà. Et puis, quand on veut faire une représentation, à Fleury, en tout cas, que je connais bien, on est au 4e étage, dans les salles polycultuelles, donc qui sont des salles de culte, qui sont transformées en salles de spectacle, pour l'occasion. Enfin, salle de spectacle, c'est un bien grand mot. Mais quelle ne fut pas ma surprise? C'est là que ça devient intéressant. Nous aussi, on construit... Il n'y a pas que vous, nous aussi, on construit plein de prisons. Voilà. On a le plan 15 000, hein, Emmanuel Macron a lancé le plan 15 000, donc 15 000 places de prisons supplémentaires en France, normalement avant 2030, elles ne seront pas là, mais il y en a quand même beaucoup qui sont sortis de terre. On a des nouveaux établissements qui s'appellent les SAS, structures d'accompagnement à la sortie, qui sont des établissements à part entière, mais qui sont sur les domaines pénitentiaires, construits à côté de prisons. Et donc, dans le cadre de mon étude, je me suis dit, bah, tiens, il y a des nouvelles prisons, je vais quand même aller jeter un œil. Elles étaient à peine ouvertes, hein. C'est-à-dire qu'il y en avait une à Lutherbach, en Alsace, mais c'est tout. Les autres, elles étaient encore... J'ai vraiment fait des visites avec casque de chantier, bottes en caoutchouc et tout ça. Hein. Et en fait, d'un seul coup, et je ne le savais pas du tout, je tombe sur des salles de spectacle. C'est écrit dessus. Alors, je sais que quelquefois, c'est écrit dessus, vous ouvrez, c'est exactement la même salle que celle d'à côté où il y a écrit autre chose, mais là, non. Elles font 5 mètres de hauteur sous plafond, elles font le noir, elles sont peintes en noir, elles ont une scène, elles ont des ponts-lumière, voilà, elles ont du matériel quand la coordinatrice a pu, en plus, profiter du chantier pour faire une commande de matériel. Le pont-lumière, c'est vraiment du pont classique, hein, c'est pas un grill motorisé, on se calme, hein, mais c'est quand même des ponts-lumière. Il y a une régie, il y a des praticables pour faire une scène, etc. Donc je découvre qu'il y a des équipements dédiés et équipés. Donc en fait, j'interroge les politiques foncières pénitentiaires au niveau de la DAP, de la direction de l'administration pénitentiaire. Et là, j'ai même carrément eu des documents dont je me suis inspirée. Vous verrez, il y a des extraits qui sont vraiment des doctrines pénitentiaires pour la construction de ces nouveaux établissements, et dans lesquels on comprend qu'ils réfléchissent en fait les espaces qu'on va trouver dans ces nouveaux établissements sur la base de 5 heures d'activité par jour par détenu. Activité, c'est tout confondu. Ça va de la promenade en passant par le parloir avocat, le parloir famille, l'activité artistique, l'activité sportive, etc. Et ce que je ne comprends pas, c'est qu'on a donc clairement des éléments, des outils, enfin même des éléments qui vont influencer la construction de ces bâtiments, etc. Mais on n'a plus de budget et on n'investit pas ces lieux-là. C'est-à-dire que moi, j'ai rencontré les coordinatrices culturelles de ces nouveaux établissements pénitentiaires, et dans le cadre de Vis-à-vis, je travaille avec certaines d'entre elles. Et je leur dis, mais vous avez du coup un projet culturel avec, pourquoi pas, des résidences longues. Enfin, il y a plein de choses passionnantes qui pourraient être menées. Et c'est d'ailleurs mon étude, vous verrez, il y a des préconisations en dernière page. Donc s'il y a des gens qui sont partants pour des résidences longues en prison, j'en suis. Parce que je pense que les questions aussi là où on est noyé sous surpopulation carcérale, problème RH, etc., la question de faire venir des acteurs qu'on rend en fait pas autonomes au sens ils font ce qu'ils veulent, bien sûr qu'il y a des règles et un fonctionnement de l'établissement pénitentiaire à respecter, mais d'arriver par la permanence artistique et la permanence de ces lieux à rendre le partenaire artistique beaucoup plus impliqué, beaucoup plus, comment dire, opérationnel d'une certaine façon, même si c'est un mot un peu technique, moi je trouverais ça passionnant. Et c'est une des réponses qu'il pourrait y avoir à cette espèce de... Alors, bien sûr qu'il faudrait moins de personnes en prison, là-dessus, enfin, c'est entre guillemets, je ne me lance pas là-dedans parce que ça c'est encore un autre problème, mais je trouve qu'aujourd'hui, c'est fou de sentir qu'on a des moyens, ils sont là. Alors je sais bien que le BTP, c'est pas forcément le fonctionnement, hein, enfin on fait la différence malheureusement, un peu trop en France. Nous on est très BTP, mais derrière... Voilà. Qu'est-ce qui explique qu'il y a des infrastructures, mais pas la stratégie derrière pour les je ne l'explique pas, puisque vous avez ces infrastructures, elles ne sont pas tombées du ciel, elles sont faites sur des doctrines qui sont construites par des responsables de l'administration pénitentiaire, et j'imagine des personnes haut placées qui réfléchissent, etc. Et quand même, ça a le mérite d'être là. Et d'ailleurs, dans la doctrine, vous voyez aussi que la question d'avoir un lieu dédié, c'est aussi pour rompre avec la monotonie. C'est-à-dire que pour que la personne détenue, quand elle passe d'un espace à un autre, à l'intérieur de la prison, elle ne passe pas forcément d'un espace A à un espace B en ne voyant pas la différence. Donc ça participe aussi à comment dire, à un bien-être de vie psychique, etc. Donc tout ça, en fait, c'est pour moi très intéressant de sentir qu'il y a un souci au moment où on construit une prison,
mais que derrière, il n'y ait pas de suivi, qu'on ne s'en empare pas de ces questions-là, et surtout qu'il n'y ait pas un centime, parce que les coordinatrices, elles se retrouvent avec des équipements, mais elles n'ont plus de budget pour faire travailler qui que ce soit, quoi que ce soit, etc. Donc, Madame Di Marco, en Belgique, notamment à Arun, ça a été conçu avec ce type d'équipement. Et qu'est-ce qu'il en est pour les autres prisons? Je sais qu'à Lantin, moi je me souviens d'avoir assisté à un concert dans une salle de concert à Lantin. Donc il y a quelque chose qui est... Mais je pense que Lantin est une exception. Il y a effectivement une salle de spectacle, mais alors c'est une salle de spectacle qu'on ne peut pas utiliser toute l'année parce que parfois il fait trop froid. Et donc je pense que presque la moitié de l'année, faute de chauffage, on n'utilise pas cette salle. À Arun, il y a c'est plus une salle polyvalente, c'est une salle de sport qui peut aussi être utilisée pour des représentations. Pardon. C'est la même chose à Marche-en-Famenne. On a déjà organisé des représentations théâtrales là-bas qui avaient lieu dans la salle de sport, mais alors ils sont quand même équipés des trucs qui pendent de pendrillon, merci, de pendrillon, d'une scène, etc. Mais ça reste dans une salle polyvalente. Et je pense qu'il y a aussi, la régie des bâtiments, c'est fédéral, et tout ce qui est culture, c'est communautaire, et du coup, c'est peut-être que c'est fait sans tenir compte du budget l'un de l'autre, et que du coup, ça ne concorde pas toujours les ambitions de l'un avec les moyens et donc, on se retrouve avec cette même situation d'avoir des infrastructures qui ne sont pas investies. Typiquement, nous, on a reçu un budget pour mettre en place une équipe qui puisse développer la culture en prison, mais on n'a pas d'argent pour financer ces activités, et donc on... Faire affaire, alors. On a l'équipement, on n'a pas le... Voilà, les personnes. Mais donc, ça c'est aussi quelque chose où... Donc, nous, je vous ai parlé de toutes nos missions. Elles découlent d'un protocole qui a été signé entre la justice, les maisons de justice et le service culture de la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui, ensemble, ont dit qu'il faut qu'il y ait de la culture en prison. Et il a été stipulé dans ce protocole que la culture choisirait un opérateur d'appui, c'est nous. Et dans ce protocole, il est aussi mentionné tout ce truc des espaces. Et donc, dans un monde idéal, il faudrait qu'il y ait toujours au moins une salle de spectacle, une salle pour des activités culturelles à plus petite échelle et une salle bibliothèque. Et à défaut, à minima, une salle polyvalente. Et c'est souvent ce à quoi on se retrouve. Et la salle polyvalente, ça peut être simplement la salle de visite, parce qu'a priori, toutes les prisons en sont équipées. Et donc, il faut essayer de se calquer entre tous les horaires de visite. Et ça, c'est aussi une grosse difficulté en prison pour organiser des activités, c'est de tenir compte de tout le reste qui a lieu. Madame parlait des déplacements qui déjà réduisent les moments auxquels peuvent commencer et finir des activités. Mais il y a aussi les visites ou l'occupation des salles ou le préau. Il y a beaucoup d'activités qui sont organisées pendant le préau, mais donc quand il faut choisir entre une activité dans une salle à 15, dans une petite salle, ou avoir son heure à l'extérieur, parfois le choix est vite fait. Parfois ça a lieu pendant les cours, pendant le travail, pendant le culte, et donc il y a toujours des conflits horaires qui font que c'est pas facile de mobiliser des personnes. Alors, j'en profite, ce qui était intéressant dans Vis-à-vis, c'est qu'on a eu une expérience avec, avec un projet qui est né de Vis-à-vis, puis qu'on a développé, qui était l'Iliade. On a fait la compagnie a créé 10 heures de spectacle, et au Paris-Villette, on l'a proposé en épisode, 1 heure chaque soir. Et il y avait 6 personnes détenues longue peine, 3 anciens détenus qui avaient fait Vis-à-vis, qui sont revenus pour cette version, on va dire, plus complète, et 6 ou 7 comédiens professionnels. Ils ont tous été sous contrat payés. C'était une première, et ça a fait une jurisprudence. Il y a même eu un article Iliade pour dire qu'on pouvait rémunérer des personnes sous main de justice encore incarcérées dans le cadre de représentation qui était faite dans un cadre tout à fait professionnel, c'est-à-dire qu'ils étaient au Paris-Villette, la compagnie était sous contrat, le public était payant, ce n'était pas des places réduites, c'était exactement les tarifs que pratique le Paris-Villette habituellement, et il y avait des affiches dans toutes les colonnes Maurice de la ville. Donc en fait, on s'est dit, on va aller jusqu'au bout de ça. Et donc, il y a eu on a réussi comme ça. Et alors, la coordinatrice culturelle, qui était une sacrée figure, elle avait peur de rien. Après avoir fait l'article Iliade, elle a réussi, dans d'autres projets de cette nature-là, à faire reconnaître les répétitions, c'est-à-dire le moment où les personnes sous main de justice menaient les ateliers de création avec les artistes. Et elle a fait passer ça pour du travail.
Elle a dit il n'y a pas de raison qu'il soit payé quand une personne soit payée quand elle fait de la manutention au service d'une entreprise privée et qu'elle mette des fiches dans des sacs en plastique, et que quand elle travaille et qu'elle répète un projet artistique qu'elle va ensuite jouer pour un public, moi je considère que c'est du travail. Et donc elle a réussi à faire que dans certains cas, la personne du coup détenue n'avait pas à choisir entre travailler ou répéter une pièce de théâtre. Les deux étaient considérés comme du travail. Mal payé, je vous l'accorde, mais déjà payé. Donc ça, c'est vachement intéressant. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on essaye, nous, en tout cas, de notre tout petit endroit, quand on parle à l'administration pénitentiaire ou au ministère de la Justice, on arrête de dire création en milieu carcéral, on parle beaucoup de professionnalisation, de gestes professionnalisants. Alors c'est des termes, voilà, ce sont des éléments de langage, mais qui ne sont pas faux. C'est pas faux du tout. C'est intéressant de voir ça. Et voilà. Comment communiquez-vous auprès des détenus eux-mêmes pour qu'ils soient au courant de ce que vous organisez et éviter, puisque je reprends mon exemple de Redouane Ragel, qui a découvert tout à fait par hasard et qui n'aurait jamais pensé à faire ce genre de démarche. Est-ce qu'on ne risque pas de tomber avec des gens qui savent déjà ce qu'est la culture et de reproduire quelque part en prison voilà, ce qu'on connaît par ailleurs dans le reste de la société? Comment est-ce que vous communiquez à l'intérieur de la prison pour essayer d'ouvrir au maximum le champ? Bon, de toute façon, c'est un vaste sujet. La question tout à l'heure que vous aviez commencé à poser sur l'évaluation, elle est très difficile. On ne peut pas faire une évaluation random de quel bénéfice on tire pour des personnes détenues d'être passées par une expérience artistique. D'abord parce qu'il y a des biais, évidemment, et puis qu'il faudrait suivre un groupe qui serait un groupe représentatif de personnes sous main de justice. Les suivre pendant combien d'années? Comme vous disiez, la récidive, c'est quoi? 2 ans, 3 ans, 10 ans? Donc c'est impossible. Donc on a aussi cette faiblesse-là qu'on ne peut pas mettre en place des systèmes d'évaluation. Même avec l'aide de ChatGPT, on n'y arrive pas. Et donc ça n'arrivera pas. Mais c'est un vrai souci, parce que je pense que si on pouvait le faire, on aurait certainement beaucoup plus d'argent public. Enfin, si tant est qu'on parle encore d'argent public dans quelques années pour tout ça. Mais en tout cas, voilà, la question que vous disiez, c'est qu'effectivement, il y a des biais, forcément, quand on propose des activités, et que le rôle, en tout cas en France, des coordinateurs et coordinatrices culturelles, c'est d'essayer de les éviter au mieux, et à la fois de proposer ces activités sur la base du volontariat. Donc là, vous avez la possibilité, effectivement, que seules les personnes pour qui ça veut dire quelque chose, le spectacle vivant ou telle œuvre, etc., ou telle pratique artistique s'inscrivent. Et en même temps, elles vont, moi pour les fréquenter depuis très longtemps, je sais que les coordinatrices vont à la fois proposer, mais vont aussi aller chercher. Elles vont aussi aller chercher des personnes qui de fait ne se seraient pas inscrites, en essayant vraiment de les amener à accepter, de participer, de découvrir, de regarder, etc. Et le cas de Redouane n'est pas du tout unique. Dans Iliade, il y avait Mourad qui parlait plus du tout, il criait. Et donc elle lui a dit, il faut que tu viennes voir la prison, on travaille sur Homer. Et il a dit, mais c'est les Simpsons, moi je m'en fous. Elle a dit, non, pas du tout, c'est pas du tout les Simpsons, mais viens voir. Il est venu, il a fini par jouer Agamemnon, et il faisait les bords plateaux avec les étudiants. Cet homme qui, 2 ans avant, ne parlait plus quand même. Donc de lui-même, il ne serait jamais allé s'inscrire, évidemment. Il a fallu tout le travail de la coordinatrice pour se dire, lui, j'essaye. Et elle en a plein des comme ça. Mais c'est un travail humain, ça. Donc c'est vrai que ces personnes-là, elles ont un rôle fondamental. Et je sais que moi, j'ai commencé à travailler en détention il y a 23 ans, et les coordinatrices et coordinateurs n'existaient pas. C'était en fait les éducateurs qui mettaient en relation des artistes avec des projets. Et depuis qu'il y a les coordinateurs, coordinatrices, ça a tout changé. Même si les pauvres, quelquefois, c'est gigantesque. Voilà. En Belgique, comment ça se passe justement, cette promotion à l'intérieur de la prison? Eh bien, c'est effectivement un grand défi sur lequel nous, ça fait partie un petit peu on a plusieurs enjeux dans nos missions d'opérateurs d'appui, et la communication en est un, et donc c'est quelque chose qu'on va creuser, mais qu'on ne peut pas faire sans l'aide des prisons. Et là, on a la chance d'avoir une potentielle ouverture à la prison d'Andenne pour un peu explorer cette thématique de manière plus rigoureuse. Mais en fait, c'est difficile parce que chaque prison a un fonctionnement différent. Déjà, en termes d'acteurs auxquels on peut se référer, dans certaines prisons, les directions sont très investies et parfois
participent elles-mêmes à la communication, c'est rare. Dans d'autres prisons, on a des délégués intramuros. Les délégués intramuros, c'est des personnes qui s'occupent de coordonner tout ce qui est activité, mais tout domaine confondu, donc pas uniquement la culture, dans les établissements, sauf que des délégués intramuros, il y en a dans même pas la moitié des établissements francophones maintenant. Donc on a aussi les services externes, mais les services externes sont débordés, et donc parfois on peut leur demander en dépannage, mais on ne peut pas leur demander tout le temps. Nous, on est basé à Bruxelles, responsables de prisons qui vont de Arlon, Tournai à Liège, et donc pour chaque activité, s'en occuper nous-mêmes, c'est pas réaliste. Donc c'est difficile. Et puis il y a les canaux. Les canaux, il y a les affiches et flyers classiques. Il y a aussi les plateformes. Il y a différentes plateformes dans les prisons. Telio. Il y en a 3 différentes, je pense au moins, mais je ne me souviens plus des prénoms et donc des noms, pardon. Et donc il faut à chaque fois s'adapter aux moyens à disposition. Et puis il y a le meilleur canal, je crois, qui est le bouche à oreille, mais qui est du coup très difficile à instaurer. Et donc nous, ce qu'on essaye de faire à la Cap Culture, c'est d'avoir une concertation culturelle. La concertation culturelle, on l'a mise en place dans 2 établissements pour le moment, et c'est donc un groupe de personnes détenues qu'on invite à prendre part à toute une réflexion autour de qu'est-ce que c'est la culture, qu'est-ce que je connais de la culture en dehors des murs, dans les murs, qu'est-ce que j'aimerais voir. Et alors on essaye d'élever ces personnes au rang d'ambassadeurs culturels auprès des autres personnes détenues, et donc il y a une sorte de bouche à oreille qui se crée, mais on sait très bien que même ce bouche à oreille, aussi efficace puisse-t-il être, il n'ira pas toucher tout le monde, et on bloque un petit peu sur cette question de comment toucher tout le monde. Et il y a aussi la question de la langue, où tout le monde ne maîtrise pas soit la lecture, soit le français, et donc c'est beaucoup de défis auxquels on a affaire et sur lesquels on va plancher cette année. Peut-être Madame Dassonville. Je rebondis juste sur ce que vous venez de dire, parce que je pensais à ça. Il y a eu une aventure avec Joël Pomera, que vous connaissez certainement, puisque je sais qu'il a une grande histoire d'amour avec Bruxelles, qu'il a bien accompagné. Comment il est arrivé à la centrale d'Arles? C'est un détenu, Jean Rumi, qui avait écrit un texte, qui avait commencé à écrire du théâtre, et qui s'est tourné vers la directrice de la centrale, et qui lui a dit « J'aimerais vraiment qu'on puisse m'aider à mettre en scène ce texte ». Et alors, je vous passe le truc. Ça arrive aux oreilles de Pomera, qui dit « Je vais aller voir ». Et en fait, ce qui s'est passé était génial, c'est qu'ils ont fait un petit groupe, un peu un casting un peu classique, qui a envie, ils ont fait des essais. Ils ont fini par former une petite troupe de théâtre. Et Jean jouait... tous ces détenus, d'ailleurs, sont sortis depuis, sont sous bracelet ou sont sortis, et Joël les a accueillis dans sa compagnie. Donc, ce que je disais, c'est que Marius, que moi j'ai vu il y a 4 ans à la centrale d'Arles, là, je viens de la voir il y a 15 jours au Théâtre du Rond-Point des Champs-Élysées à Paris, avec exactement les mêmes acteurs, sauf que maintenant, ils sont libres, et ils sont engagés dans la compagnie de Pomera. Mais je trouve très intéressant que cette chose soit dialectique, c'est-à-dire que ça puisse également venir d'une proposition et d'une demande de personnes incarcérées, de dire, moi, j'aimerais que ça se passe, faire ça, que ça se passe comme ça, est-ce que ce serait possible? Et Christine Charbonnier, qui était la directrice de la centrale à l'époque, elle a fait un truc fou, elle les a laissés répéter entre les séances qu'ils faisaient avec Pomera. Parce qu'autant vous dire que Pomera, il était là tous les 15 jours ou 3 semaines pour faire avancer le travail, mais entre les séances, c'était Jean Rumi et les personnes qui travaillaient avec lui, qu'on formait, on pourrait dire, l'équivalent d'un club théâtre, puis ils ont avancé dans le travail comme ça. Ça s'est merveilleusement bien passé. Cette permanence-là, elle n'existe pas beaucoup. On parle beaucoup de projets, là, depuis tout à l'heure. On vient, on fait quelque chose, on le sort pas, c'est pour combien de personnes, machin. Mais cette permanence-là, et ça recroise la question des espaces culturels permanents, ça permettrait plein de choses de cet ordre-là. Tout le monde, dans un pays, ne va pas forcément au théâtre ou ne fait pas forcément du théâtre, mais que le théâtre, lui, soit là tout le temps, ça me semble important. Bon, merci infiniment pour cette merveilleuse soirée. Ce que vous nous avez dit, expliqué, partagé. Je pense que vous avez vu aussi le grand intérêt de vos auditeurs et finalement aussi cette vraie question sociale. Vous venez vraiment de l'aborder ici sur la fin de cet exposé, cette idée que la prison est aussi un lieu, vous avez osé le mot de rédemption. Je ne me suis pas signée. Et sans doute que la culture joue un rôle éminemment fondamental. Merci Monsieur Flamand, merci à vous deux pour cette très très belle soirée et puis merci infiniment pour votre présence ce soir et je vous souhaite une très bonne soirée et puis à très bientôt
pour les activités. Donc s'il y a des personnes intéressées... Hein, voilà.